Salut les gens, aujourd'hui on fait une petite vidéo sur Elle. Elle, c'est ma Citroën XM V6 12 soupapes. On a fait une présentation dessus où on vous met la vidéo, alors ça sera là. Le sujet du jour, c'est de lui retirer son moteur. Donc un gros V6 de 3 litres. Le problème, c'est qu'elle fuit du joint spi de Villebrequin, donc entre le moteur et la boîte, et je pense que la boîte fuit un peu. En plus, cette boîte, elle est pas géniale. Déjà, elle a des rapports un peu trop courts à mon goût, et elle fait du bruit, elle n'a jamais été entretenue, il faut la virer. Sachant que on m'a donné une boîte de vitesse, de XM toujours, mais 2 litres 1 Turbo D 12. Donc c'est une boîte qui va en lieu et place, normalement, si tout va bien, et qui a les rapports de première et de seconde qui sont légèrement plus courts, mais de très peu, genre 3-4%. Par contre, les rapports supérieurs, 4e et 5e, sont jusqu'à 17% plus longs. Donc c'est entre chaque rapport, il y a beaucoup plus de longueur, ce qui fait que sur autoroute, à la place d'être à 3500 tours, je serai à peine au-dessus de 3000 tours. Et ça, c'est très intéressant, à la fois pour l'agrément de conduite, pour pas avoir trop de bruit, et pour l'économie un petit peu aussi, puisque le moteur tourne moins vite. Sachant qu'à 130, elle force absolument pas, puisque la XM, elle est connue pour avoir un CX très profilé. C'est une flèche dans l'air. Donc avec ça, j'ai l'embrayage, j'ai un démarreur, j'ai des cardans, j'ai même un attelage et j'ai même un moteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'a donné la voiture autour de la boîte de vitesse. Donc j'ai une XM d'avance. Et ça, c'est cool. Ça me fait plein de petites pièces. J'ai déjà pu réparer des bricoles à l'intérieur, notamment la boîte à gants qui fermait mal. Du coup, maintenant, elle ferme super bien. Et puis des petits bidules qui s'étaient abîmés sur la mienne. Du coup, j'ai pris le meilleur des deux, quoi. Donc cette vidéo ne sera pas un tuto, je vais revenir régulièrement pour vous montrer ce que j'ai fait, mais c'est, on va dire, ma façon de faire. Voilà, ça sera pas exhaustif, je vais pas vous montrer chaque vis que je démonte. Donc là, il faut le passage de roue. Il y a normalement des vis de 13 aussi dessous, une paire. Et là, le pare-choc s'enlève. Après, il faut retirer les clignotants. Donc c'est des clips qui sont accessibles par derrière. Et après, on enlève les vis ici, les 3 vis ici. Après, il y a des petites vis ici et on peut retirer le masque. De là, on peut retirer les phares. Et après, on enlève ces vis-là pour libérer le radiateur. Et donc, tout le masque avant se sort. Après, on purge le circuit de refroidissement. On enlève le radiateur de clim, le radiateur d'huile. Là, le radiateur de clim n'y est plus, mais on enlève le radiateur d'huile et de refroidissement. Et normalement, ça libère toute la face avant pour pouvoir travailler sur le V6. Sans se retourner les genoux à l'envers, comme on pourrait le faire ici. Parce que c'est une voiture qui est très grande et se pencher sur le moteur, ça fait mal. Bref, je commence par ça. Je vais même pas te faire un timelapse ni rien du tout, parce que sinon Luc il va péter un plomb en montage. Je fais ça, je libère un petit peu le moteur, et si j'ai une galère ou si j'ai un problème ou un détail à te montrer, je te reprends. Bon, avant même que j'ai pu commencer à démonter le pare-choc, je voulais faire un petit peu de place. Et déjà, il y a ici, pour enlever le bac à batterie, il y a eu une espèce de truc. Ici, donc il y a une fixation qui est dessous, qui est déjà pas facile à atteindre. Ici, il n'y en a pas, c'est très bien. Il y en a une sur le dessus qui en fait sert pas pour ça. Mais il y a celle-là qui est à choper juste dessous ici. Je sais pas si tu vois. Et qui tient en même temps cette patte-là, qui est particulièrement agaçante. Parce que c'est de la merde! Voilà. Donc même si c'est pas dans le rush, au moins moi je saurai comment la remettre. Parce que maintenant j'ai la vidéo. Ok. Bon, maintenant qu'elle est en l'air, alors oui, tu remarqueras que j'ai le même pont que l'artisterie, sauf que moi ça fait 15 ans que je l'ai. C'est eux qui m'ont copié. Le problème majeur, c'est ici. On voit que il y a, à part le sointement de partout, qui est normal et naturel sur une voiture de 30 ans, il y a vraiment une fuite importante entre on le voit au niveau de la cloche d'embrayage. Le problème, c'est qu'il y a l'échappement des cylindres avant qui passe à cet endroit-là, et comme on le voit, ça cuit l'huile. Au-delà du risque d'incendie, et c'est pas comme si les XM étaient connus pour cramer, hein,
c'est surtout l'odeur et puis le fait que ça foute de l'huile partout. Voilà. Bon, bah voilà ce que ça donne. Donc c'est bien ce que je disais, il y a juste une petite vis à retirer par le trou du passage de roue ici. Alors désolé pour le contre-jour. Deux vis en dessous pour retirer le pare-choc. Donc il y a les déconnecteurs et bien sûr il y a les anti-brouillards à enlever. Et des clignotants. Ils se déclipsent, t'enlèves les prises qui vont bien. T'enlèves ici la vis pour retirer l'avertisseur sonore de ce côté-là. Pareil de ce côté-là. Tu débranches le tout. Et après, il y a les vis qui viennent ici tenir sur les phares. 3 vis sur le dessus, ici, là et là. Et ici à côté des clignotants. Et tu peux retirer le masque avant. Et tu retires la feuille avec. Là, il n'y a plus qu'à enlever les phares pour pouvoir les débrancher. Pour démonter le bloc général, il y a cette vis là, celle-là, ces deux-là, et désolidariser les radiateurs, démonter ce câble-là, et normalement débrancher les prises, je crois qu'il y a une prise faisceau général du masque, donc là où les débrancher, pour enlever les ventilateurs et tout le bazar. Pour tout déconnecter du faisceau du moteur. Et normalement, on est bon. Bon, encore une galère. L'écrou à la vis qui va dans un écrou prisonnier n'est pas prisonnier. Et normalement, ça, tu le vois même pas. C'est là, planqué derrière ça, quoi. Donc là, j'ai fait un trou à la scie cloche pour voir l'écrou. La cage était défoncée forcément et la vis rouillée dans l'écrou. Là, j'arrive à tenir l'écrou avec une pince, dévisser avec la clé Allen. C'est une misère. Et si toi un jour tu le fais aussi, je pense que si tu as de la chance, tu n'en auras qu'un de coincé. Allez, on continue. Bon, j'ai réussi à l'avoir. Et maintenant, il y a ça qui coule. Et comme tu vois, bon, j'en ai déjà foutu à côté. Mais en plus, c'est que la vis de purge, tu vois où elle est, au pied du radiateur là, elle coule sur la sphère de suspension, qui coule sur son support, et donc qui fait une espèce de cascade artistique et décorative. Mais ouais, c'est pas génial hein, comme conception. J'ai jamais compris pourquoi, et sur aucune voiture, les vis de purge ne font pas couler directement un filet droit et vertical vers un petit tuyau qui arrive en bas de la caisse. Pourquoi? Là, donc la face avant est tombée. En fait, le radiateur se sépare de la façade par ces crochets là. Et il est posé sur la traverse, donc là il tient tout seul debout. C'est très bien, même si j'avais commencé à démonter la durite du haut et tout ça. Là, il faut débrancher toutes ces prises là. Alors elles ont toutes une forme différente, ça c'est intéressant. Si ce n'est ces deux là qui... Ah si, elles ont quand même des détrompeurs qui vont dans ce bloc là qui était accroché sur la boîte à air à l'origine. Moi que j'avais décroché mais que je remettrai. Fut un temps j'avais enlevé la boîte à air. Ça y est, le museau est vachement plus court. Alors je sais pas si on va le voir de profil, mais ça l'a raccourci quand même pas mal. Hein. Voilà. J'ai fait un nez de voiture normale. Forcément elle a perdu 20 cm quoi. Bon, bah là il me reste ce collier à enlever, qui va pas être dur du tout. Tiens, il y a un B. Et il y a un 6. Pourquoi? B6. Touché. Coulé. Bref, j'enlève le radiateur et on aura le moteur en face. J'ai commencé à virer le faisceau. Faisceau moteur, là il y a la prise du calculateur. 2-3 prises, les relais qui viennent avec. Tout se solidarise. Ça reste en place. C'est génial. C'est comme une blonde. C'est fait pour être démonté. Bon, bah on a une belle vue sur le moteur. Donc j'ai continué à enlever quelques tuyaux par là, essayer de déconnecter au maximum. J'ai défait l'alimentation de l'hydraulique, il va falloir que j'enlève le tuyau de pression qui va vers la direction assistée. Alors cherchez pas sur votre V6, vous l'aurez pas, parce que moi c'est un montage un peu maison, avec une pompe de Xantia qui envoie d'un côté vers la direction assistée et de l'autre vers le conjoncteur disjoncteur. Et pour ceux qui ne savent pas, le conjoncteur disjoncteur, il faut
sortir la pression. Et donc ça se fait avec la vis sur laquelle il y a mon cliquet. Je sais pas si ça va s'entendre parce que là ça fait un moment qu'il n'y a peut-être plus de pression. Mais ah si, voilà, on a entendu la pression qui se barre comme ça. Et là le circuit n'est plus sous pression. Donc même de la pompe au conjoncteur, du conjoncteur au reste du réseau, il n'y a plus de pression, sauf dans le circuit de frein qui lui a un clapet anti-retour pour conserver du frein même si la pompe ne débitait plus. Donc attention quand même, si vous touchez au circuit de frein, il sera encore sous pression. Donc ça, vous pouvez enlever la pression depuis un autre élément, je crois, qui est derrière, ou en desserrant un tuyau, hein, puisque la pression chutant très vite, vous risquez pas d'avoir une explosion, quoi. Par contre, je suis en train de voir un truc qui me fait qu'à moitié plaisir. J'espère que c'est un problème de fonderie, mais j'ai pas l'impression. Ouais, j'ai un collecteur qui est fendu. Merde. Bon, bah ça se poursuit. J'ai enlevé le câble d'embrayage, encore pas mal de faisceaux. J'ai démonté un petit peu les départs hydrauliques. J'ai sorti les cardans. Donc ça c'est assez simple, hein. Faut enlever la goupille, le cache-écrou, l'écrou avec une bonne péteuse. Et après il faut démonter la rotule là. Donc avec un arrache ça se sort pas mal parce que le bras n'a pas d'effort. C'est une hydraulique donc les bras sont souples. Donc on baisse le bras, on tire tout le demi-train sur le côté, on pousse le cardan et après on le sort par là et on le tire par au-dessus, ici comme ça, et puis ça vient tout seul. J'ai sorti à peu près 2 litres d'huile de la boîte de vitesse. Il n'y avait pas trop de limaille sur le bouchon aimant, donc elle n'était pas en si mauvais état. Par contre l'huile était bien pourrie, elle puait quoi. Elle avait, c'est de l'huile qui avait 240 000 bornes, hein. Mais sinon pas trop de limaille. Et elle était bien fluide. Donc là le cardan est donc moitié sorti parce qu'il y a un palier à sortir avec les 2 petites vis de 11 qui sont super chiantes à retirer là-bas. Donc là je l'ai repoussé, remis la vis et il n'y aura plus qu'à remettre les roues pour qu'elles soient posées par terre. Bon, voilà où j'en suis. Donc là j'ai mis une barre dessous sous la barre de torsion pour que le train avant repose, soit tiré sur les biellettes de bar stab. C'est pas GG mais c'est tout ce que j'ai trouvé parce qu'on peut pas caler au-dessus en remettant les roues, parce que ça, même si on relève la jupe, ça écraserait le soufflet, c'est pas bon. Autant sur la donneuse, je m'en foutais, que là, j'ai pas envie de bousiller les suspensions, quoi. J'ai désolidarisé tout ce qui touchait au bas du moteur, c'est-à-dire les biellettes de la boîte, l'échappement. J'ai fini de vidanger le liquide de refroidissement du bloc moteur. J'ai défait le support inférieur, ce qui fait que là j'ai un moteur de 200 kg au-dessus de la tête qui tient par seulement 2 supports, mais ça risque rien. Tout ce qui est câble de compteur et de report de vitesse pour anciennement le Diravi, ça c'est parti. Donc là normalement j'ai plus que les durites de chauffage à enlever par dessus et lever le moteur pour défaire les supports et le sortir. Normalement j'ai rien oublié, sinon c'est lui qui testera l'élasticité de ce que j'ai oublié. Voilà. Bon, bah le voilà sorti. J'ai pas pu filmer parce que trop compliqué. Et lui, il a bien fait le job. Et par contre, le support moteur, ouais, il était peut-être temps de le changer quand même, hein. Il y a ça qui est venu avec le moteur. Bon, bah voilà, la boîte est déposée. Alors on ne dirait pas que ça vient du moteur, sauf quand on regarde dessous. Là, on voit bien que c'est crado. Mais genre bien. Et quand on regarde aussi dans la boîte. En fait, là où je suis rassuré, c'est que c'est pas la boîte qui fuit. Parce que alors le joint, il faut l'atteindre uniquement par derrière en démontant tout le système, l'arbre primaire, l'arbre secondaire, toutes les fourchettes, enfin... Faut désosser la boîte pour changer le joint qui est juste derrière la butée. Là. Bon, on a une fuite aussi au niveau des joints de sortie, donc les joints de cardan. Ça, c'est vraiment pas un problème, c'est prévu de les réchanger. Donc ici, il va falloir que je démonte l'embrayage, le mécanisme d'embrayage, qui n'a pas l'air trop pourri non plus. Voilà, la butée n'a pas mangé le mécanisme. Et après, avoir l'état du volant moteur et du disque, ça m'a pas l'air trop pourri quand même. Et par contre, j'ai un doute, et un mauvais doute.
que les boîtes soient pas compatibles en fait, parce que la cloche du V6 ressemble pas vraiment à la cloche du 4 cylindres turbo D12. Problème. Bon ben voilà, je pense que là c'est clair, ça fuyait un peu. Et on voit bien l'échappement qui faisait des bonnes grillades bien crado. Et par contre, voilà les boîtes de vitesse. Ici la V6, ici la turbo D12. Je vous fais un plan un peu plus large. Le jeu des 7 erreurs, ça va pas suffire. C'est pas du tout les mêmes. Bon, en même temps, si j'avais été moins con, j'aurais vite compris que sur un V6, on peut pas mettre le démarreur au même endroit que sur un 4 cylindres qui penche en arrière. Ah non. Je pense que vous remarquerez la position des démarreurs. Ah oui, c'est logique quoi. Ce sont les mêmes boîtes de vitesse, mais pas les mêmes cloches. Sauf que les cloches, elles relient tout. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je désosse entièrement la boîte de vitesse pour monter la pignonnerie de l'une dans l'autre. Enfin bref, que je me casse la tête comme c'est pas permis. Tout ça pour avoir un moteur qui tourne légèrement moins vite, de 17%. Bref, je suis dégoûté. Et sinon, par contre, j'ai une bonne nouvelle. C'est que oui, il y a une fissure sur le collecteur qu'on voit là. Mais vous voyez bien que c'est tout blanc, pas noir. Donc ça veut dire que c'est une fissure de fonderie. D'ailleurs, sur celui-là, il y en a une aussi. Je sais plus où, mais qu'on la voyait. Ouais, bref, il y en avait une aussi, mais en fait, il n'y a pas du tout de noir. Et voire même, il y a du blanc aussi. Voilà. Voilà. On dirait que le collecteur a même pas rouillé, qu'il était galvanisé et qu'il y a encore du galva dessus. Et on voit la fissure, mais pas de noir. Donc ça ne fuit pas. Donc pas de problème. Donc je ne démonte pas. Voilà, tant que ça marche, on touche à rien. Bon, il y aura ce joint SPI aussi à changer, celui-là, et après réfection de la boîte. Et de l'autre côté, ouais, il y a ces joints-là qu'il va falloir réviser aussi, puisque ça coule par là apparemment. À moins que ce soit les soufflets de cardan qui dégueulent par là. Mais par acquis de conscience, ouais, je vais changer les joints. C'est des joints style joint de vidange en cuivre. Et après, par là, ça suinte aussi un peu. Ouais, va falloir que... Peut-être que je change le joint de carter. Ouais, c'est de la pâte. Je vais tout refaire. Bon, le cylindre... Oh merde, je cadrais pas. Donc, faudra changer le joint de carter. C'est de la pâte. Et le cylindre bloc, ouais, je vais tous les changer en fait. On ne garde pas ça. Ici, je pense que là on est plutôt sur du bouchon de remplissage qui a été mal rempli. Peut-être joint de cache-culbut aussi. Donc je vais le démonter, le cache-culbut. Ça me permettra de lui faire une petite beauté là, de refaire une peinture. Parce que celui-là on le voit bien. C'est le premier truc qu'on voit quand on ouvre le capot. Donc je vais essayer de lui faire une jolie peinture pas trop dégueu. Et après le reste, hein, ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Il faudrait que je vois. Apparemment la plaque sandwich, ça fuit pas. Cette sonde là, ici, je changerai le joint quand même. Je regarderai. Parce que maintenant qu'il est sorti, je vais pas faire le radin pour du joint. Et puis au niveau hydraulique, c'est pareil, je vais changer quelques petits joints parce que le conjoncteur disjoncteur encore ça allait. Mais à l'intérieur ici, il y avait sur la crémaillère, il y avait la sphère centrale de suspension de l'hydractive. Il y a des retours là, enfin tout ça c'était bien crado, bien dégueu. Maintenant que c'est ouvert, je vais en profiter pour faire du propre là-dessus. Le soufflet de crémaillère aussi, que je vais soit rattacher. Ah bah non, il est éclaté, donc je vais le changer. Puis là, je vais faire un petit coup de propre, enlever la mousse pourrie là au fond sur la cloison pare-feu. Peut-être mettre un isolant goudronné avec de l'alu, un truc pour enlever le son. Et peut-être que je vais me fendre d'une paire de dômes. C'est 420 balles, mais bon, ça me rassurerait parce que là, vous voyez, j'ai mis des câbles pour au cas où le dôme éclaterait, que ça vienne pas me péter le capot.
Si vous voyez pas de quoi je parle, bah, vous googlisez XM d'homme cassé. Vous verrez bien ce que ça donne. Et puis, bah, je vais gratter un peu la rouille partout, donc changer ce cylindre block. Parce que là, on voit qu'il y a des traces de rouille ici, il y a sûrement derrière la plaque pare-feu, il y a les têtes d'amortisseur. Tout ça, bah, ça va prendre un coup de propre et un coup de peinture anti-rouille. Tant que c'est accessible, on fait. Voilà. Il a un gros échappement. Bon, ben voilà ce que je dois renouveler. Donc je vais acheter un kit embrayage pour V6 24 soupapes qui est en 235 mm et qui sera plus costaud, plus résistant au couple, puisqu'avec la reprogrammation, je pense que ça en amène un petit peu plus. Il y a les cylinder block moteurs, donc tout cela. Il y a même celui-là donc qui s'est décomposé, celui-là de la boîte là qui est très souple. Ceux-là qui sont complètement morts en fait, il y en a même un qui passe à travers. Voilà. Et donc ceux-là, bah, je vais les changer par acquis de conscience aussi, hein, tant qu'à faire. Même s'ils sont pas gros, ça sera toujours mieux d'avoir un moteur bien tenu. Et les joints toriques, donc sortie de Villebrequin, les sorties de boîte, non c'est ces deux-là, sortie de boîte. Ça, sortie d'arbre à cam, là où il y avait la poulie de pompe haute pression. Sauf que du coup, la pompe haute pression est délocalisée, donc là c'est juste une sortie libre. Et ça, c'est les deux petits joints, les bouchons ici. Parce que je soupçonne qu'il fuit, vu qu'on a un début de coulée ici. Et c'est pareil, ici on a un début de coulée qui va sur la sonde. Alors la sonde, ça n'a pas l'air de trop pisser par là. Je pense que c'est ce qui ruisselle de là qui va sur la sonde. Et il faudra donc que je refasse aussi le joint de carter, voir si je le trouve en papier, sinon je le referai en pâte à joint. Sinon j'ai démonté le démarreur et l'alternateur, histoire de voir s'il n'y avait pas un endroit qui se graisse aussi pour une raison quelconque. Mais sous la modine, c'est bien sec. Sous ce bouchon là aussi, mais ça va être une vidange de refroidissement. Et il y a le joint de cache-culbut ici. Alors, soit c'est le joint de cache-culbut, soit c'est au moment du remplissage qu'il y ait de l'huile qui coule et puis qui soit accumulé là. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faut que j'enlève ce carter pour le refaire. Donc je referai le joint, je vais voir si je le trouve en neuf. Et sinon, ce sera la pâte à joint. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors j'ai fait la vidange, par contre la vidange du moteur, et on voit l'huile, alors ça c'est une boîte de glace qui est blanche d'origine, et on voit qu'elle est vraiment très chocolat. Donc je pense que je vais faire une vidange avec de l'huile pas chère et puis un additif de nettoyage. C'est pour ça que j'ai laissé le filtre en place. Pas la peine de mettre un filtre neuf pour faire un nettoyage. Et une fois que j'aurai fait le cycle, après une chauffe, quoi, je mettrai de la bonne huile et un additif, je pense du MCR. Je pense que c'est le meilleur compromis parce que c'est pas la peine de mettre de l'huile graphite ou de l'huile céramique là-dedans. C'est pas non plus un moteur ni performance, ni qui a tendance à chauffer, ni à s'user. Mais par contre, du MCR, je pense que ça serait pas mal la solution pas chère pour faire une bonne huile, quoi. Voilà, donc maintenant, reste plus qu'à commander les pièces et restaurer cette boîte-là. Enfin, restaurer si on veut, hein. Changer les joints et la nettoyer, quoi. Et lui mettre une bonne huile, genre une 70-140. Et puis peut-être avec du MCR aussi dedans. Parce que il paraît que ça aide bien à limiter la friction, les bruits et compagnie. Et c'est vrai qu'elle était relativement bruyante. Je m'en inquiétais pas trop parce que je comptais la changer. Mais vu la différence avec l'autre, il n'y a rien à faire, quoi. Il va falloir la garder, donc on va essayer de faire au mieux avec. Mais quand je l'ai vidangé, l'huile était en bon état, pas de limaille sur le bouchon. Donc contrairement à celle de Turbaudet qui avait pas mal de limaille, celle-là je sais que la pignonnerie est à peu près en bon état normalement. Mais il faut une huile qui aille bien aussi, quoi. Bon, bah c'est fini pour ce premier épisode. Le démontage est fait, il me reste plus qu'à trouver les pièces, les commander et faire un gros nettoyage et réparer tout ce qu'il y a à réparer. Et nous, on se revoit pour le remontage. Donc si cette vidéo t'a plu, si ça t'intéresse, déjà tu mets un doigt. Et après, tu t'abonnes, tu partages, tu montres ça à qui ça peut intéresser. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Comme dit Luc, hein, prenez soin de vous. Ciao.